Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Mercredi, les sénateurs ont adopté le projet de loi créant les contrats d'avenir, une promesse de campagne de François Hollande qui vise à favoriser l'embauche de jeunes en CDI tout en maintenant les seniors dans l'entreprise. Alors au Sénat, l'ensemble des groupes de gauche a voté pour ce texte. Les sénateurs UMP ont voté contre. Quant aux centristes, ils se sont partagés sur ce projet de loi. Certains parmi les plus optimistes ont souhaité voter pour car ils se disent préoccupés par la situation de l'emploi, tandis que d'autres soucieux et inquiets du financement de ce nouveau dispositif ont préféré s'abstenir. Alors tout de suite, retour sur le vote de ce texte. Bon après-midi à tous. Sur l'article 6, demande de prise de parole de Madame Pasquet. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 6 de ce projet de loi a notamment pour effet de reprendre les dispositions prévues à l'article 1er bis et résulte de l'adoption par l'Assemblée d'un amendement déposé par le député Serge Letchimy et son groupe demandant la réalisation d'un rapport à destination du Parlement sur les modalités de mise en œuvre du contrat de génération dans les départements et régions d'outre-mer. Or, il nous semble qu'en l'état actuel de sa rédaction, le projet de loi ne prévoit pas des modalités d'application particulières pour les DOM, puisque les contrats de génération s'appliqueront de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion. Les seules règles particulières figurant en réalité à l'article 4 et concernent exclusivement Mayotte, dont le droit au travail connaît certaines spécificités. Aussi, cette disposition qui revient à demander d'évaluer les conditions d'application d'un dispositif pour des territoires donnés alors que les règles en vigueur sont celles qui s'appliquent à toute la France nous apparaît curieuse, à moins que des dispositions dérogatoires soient prises par voie réglementaire, mais auquel cas il serait opportun que le gouvernement nous en informe. Et disant cela, je ne nie pas les singularités des départements et régions d'outre-mer, mais j'avoue mal cerner la portée de cette disposition. Je le dis d'autant plus volontiers que les difficultés que connaissent certains de ces territoires sont énormes. Il y a peu, mon collègue et ami Paul Vergès m'a fait part de la situation particulière et dramatique que connaît l'île de la Réunion. Il nous a notamment rappelé que durant les 5 ans du mandat présidentiel entre 2012 et 2017, la Réunion comptera 50 000 habitants de plus. Si aucune mesure d'ampleur n'est prise dans tous les secteurs, les problèmes seront amplifiés. L'île subit déjà un taux de chômage de l'ordre de 60%, soit 160 000 demandeurs d'emploi. Un chiffre qui, compte tenu du nombre de jeunes bacheliers, 10 000 par an environ, est appelé à croître. Et ce d'autant plus que, comme la métropole, mais plus durement encore, les entreprises réunionnaises sont frappées par la crise. Le taux de chômage des jeunes y atteint malheureusement des records, puisque malgré les diplômes, près de 23 000 Réunionnais de moins de 25 ans étaient privés de travail à la fin du mois de décembre. Cette précarité sociale accrue est d'autant plus insupportable qu'il y a à La Réunion des inégalités de revenus très importantes, au point que beaucoup évoquent cette situation en parlant d'apartheid social. Aussi, Monsieur le Ministre, au nom de mon collègue, permettez-moi de vous demander si des mesures spécifiques seront effectivement prises pour les DOM, et si oui, lesquelles. Qui plus est, il semblerait qu'en 2013, le nombre de contrats aidés soit en nette diminution par rapport aux années précédentes, alors même que le chômage connaît un taux d'augmentation continu. Là encore, nous souhaiterions savoir quelles sont les mesures que vous entendez prendre pour soutenir l'emploi à La Réunion et dans les DOM en général. Merci, ma chère collègue. À cet article, il y a un amendement numéro 63 présenté par Madame Demontes au nom de la Commission des affaires sociales. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit effectivement d'un amendement rédactionnel qui stipule que c'est la promulgation de la présente loi et non pas l'entrée en vigueur. Mais je voudrais profiter de ma parole sur cet amendement pour rappeler ce que nous avons voulu faire au niveau de la Commission des affaires sociales du Sénat sur cet article 6. Et pour relever ce que dit notre collègue Isabelle Pasquet. Dans cet article, nous avons souhaité regrouper dans cet article 6
le rapport à compter du 30 juin 2014, le rapport du gouvernement déposé au Parlement chaque année à partir de 2014 sur la mise en œuvre du contrat de génération, avec toutes les précisions. Je n'y reviens pas, ça a été cité tout à l'heure. Nous n'avons pas voulu faire un cas particulier, parce que ça n'est pas un cas particulier, des départements et des régions d'outre-mer. Pour autant, effectivement, à la relecture de cet article, on a l'impression que l'alinéa 2 présente les modalités d'application spécifiques du contrat de génération dans les départements et les régions d'outre-mer. Donc je pense, et on pourra peut-être le faire pour la commission mixte paritaire, je pense qu'il faudrait rédiger de manière un petit peu différente l'alinéa 2, en disant par exemple que dans ce rapport du gouvernement au Parlement, chaque année, on veillera aux modalités à l'application, à la mise en œuvre du contrat de génération dans ces départements et ces régions d'outre-mer. Voilà. Et puis nous avons souhaité rajouter dans l'alinéa 3 quelque chose sur lequel un certain nombre de collègues sont revenus pendant nos débats qui s'achèvent, la question de l'opportunité de modifier éventuellement les conditions d'âge, ce qu'on a appelé dans le débat les bornes d'âge, et il nous a semblé que c'était important que 3 ans après la promulgation de la présente loi, on puisse évaluer aussi cela. Merci, Monsieur le Président. Merci, ma chère collègue, pour la défense de l'amendement et vos explications. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur l'amendement numéro 63. Oui, Monsieur le Président, l'avis du gouvernement est favorable. C'est un amendement de rédaction, mais je voudrais aussi pouvoir porter quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées par Madame Pasquier, qui sont des questions tout à fait légitimes. Alors, je vais être très clair. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de disposition particulière pour la plupart des DOM. Enfin, après, il y a un certain nombre de spécificités outre-mer dont il conviendra de tenir compte. On pense en particulier à Mayotte. Donc, il n'y a pas de mesure spécifique. Je voudrais insister sur un point. C'est certainement dans ces départements d'outre-mer que le contrat de génération peut s'appliquer le plus rapidement et le plus généralement. Beaucoup y sont très intéressés. Et ils sont très intéressés d'abord parce qu'il y a beaucoup de jeunes au chômage. Donc évidemment, là où il y a le plus de jeunes au chômage, c'est quelque chose qui va pousser à l'embauche de ces jeunes. Et il y a aussi des jeunes en situation de qualification qui sont au chômage. Donc c'est vraiment pour tous les jeunes. Et la deuxième chose, c'est plusieurs ultramarins ont insisté sur ce point, ce sont aussi des territoires où il existe beaucoup de petites entreprises, parfois de très petites entreprises, et où la question de l'arrivée du jeune dans l'entreprise est quelque chose d'absolument crucial, y compris dans le cadre de cette modalité particulière du contrat de génération qui est la transmission de l'entreprise. Et donc, beaucoup m'ont dit, oui, alors là, vraiment, ça intéresse énormément, on va beaucoup se battre pour faire connaître le dispositif sur ces territoires-là. Donc, je pense que ce sont des territoires qui vont considérablement pouvoir bénéficier ou mettre en œuvre avec dynamisme le contrat de génération. Deuxième chose, nous avons pris la précaution, c'est l'article 6 auquel vous faisiez référence, de prévoir qu'il y aurait une analyse plus particulière pour le 30 juin 2014 de la situation dans l'outre-mer. Parce qu'il n'y a pas de disposition particulière aujourd'hui, mais il y a malgré tout une situation particulière. Et donc il est nécessaire de vérifier au bout d'un an, d'un peu plus d'un an, si la situation particulière est en adéquation avec le fait qu'il n'y a pas de disposition particulière. Et nous aurons donc à ce moment-là, avec les données statistiques qui seront nécessaires, la possibilité d'apprécier et éventuellement de modifier le dispositif. C'est donc exactement de cette manière-là que le gouvernement cherche à vous apporter une réponse à un enjeu considérable, lutter contre le chômage des jeunes dans ces territoires ultramarins et favoriser un vrai développement économique en profondeur qui permette de l'activité, de la création de richesses et donc de la création d'emplois dans ces territoires qui en ont bien besoin. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 63. Qui est pour son adoption? Qui est contre? L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 6. Qui est pour? Qui est contre? L'article 6 est adopté.
Nous passons à l'article 7 avec l'amendement 45 rectifié présenté par Madame Debré. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En commission, un amendement du rapporteur a été adopté, supprimant un dispositif d'aide à l'embauche des seniors demandeurs d'emploi créé lors de la réforme des retraites de 2010 en raison de l'absence de décret d'application de ce texte. Cependant, ce dispositif reste un bon moyen d'insérer les seniors, moins complexe et mieux ciblé que les contrats de génération, puisqu'il permet d'augmenter le nombre d'embauches des seniors et non simplement de maintenir en activité ceux qui ont un emploi. Il faudrait réactiver ce dispositif et en aucun cas, en tout cas, le supprimer. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement de 45 rectifié de Madame Debré vise à maintenir un dispositif d'aide à l'embauche des seniors que nous avons supprimé en commission. Moi, j'entends bien ce que vous dites, Madame Debré, mais depuis 2010, il n'y a jamais eu de décret d'application. Donc, il n'y a pas eu de volonté de ce dispositif d'aide à l'embauche des seniors. Donc, il n'est jamais trop tard, mais le décret n'étant pas paru, je vous propose donc de revenir sur l'article 7 qui supprime un dispositif d'aide à l'embauche des seniors qui n'a jamais été appliqué depuis 2010. Donc c'est un avis défavorable de la Commission des affaires sociales. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai qu'il est difficile de pouvoir constater l'efficacité d'un dispositif qui n'a jamais été mis en œuvre. Et donc de pouvoir constater le caractère nocif de la suppression d'un dispositif qui n'a jamais été mis en œuvre. Mais surtout, Madame, parce qu'au fond, je pourrais comprendre votre raisonnement, s'il est bon qu'il n'a pas été mis en œuvre par vous-même, par votre majorité, pourquoi ne le feriez-vous pas aujourd'hui? Il y a donc une autre raison, en dehors de celle-ci, qui est une raison de bon sens, c'est qu'il y a le contrat de génération. Et que le contrat de génération est bien entendu le dispositif que nous souhaitons privilégier pour la mise en œuvre des politiques en faveur de l'emploi des seniors. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, disent, et on dit dans ce débat, attention à ne pas multiplier les dispositifs, à ne pas faire ce millefeuille comme on a trop l'habitude de faire en France, un dispositif, plus un autre, plus un troisième, plus un quatrième, à la fin, plus personne n'y comprend rien. Donc, nous avons le contrat de génération qui simplifie, qui réunit en un seul document plusieurs négociations qui existaient auparavant, qui permet aux entreprises de bénéficier d'une aide importante pour le jeune comme pour le plus âgé, y compris l'embauche, comme vous le savez, d'un plus âgé à 55 ans, puisque c'est possible en l'appareillant avec un jeune. Donc nous privilégions la simplicité et l'efficacité sur la multiplication des dispositifs inopérants. Merci, mon cher collègue. Pas de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix l'amendement 45 rectifié ayant reçu 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 7. Qui est pour? Qui est contre? L'article 7 est adopté. Après l'article 7, amendement numéro 57, présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, il s'agit, Monsieur le Président, d'une disposition spécifique pour l'outre-mer. Donc là, nous allons dans le sens qui avait été souhaité. Alors c'est un peu technique, vous m'excuserez, mais l'article 3 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a créé la possibilité pour les employeurs implantés dans une région ou un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, dans lequel un accord régional ou territorial interprofessionnel a été conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232.2 du Code du travail, donc la possibilité de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an. Je crois que chacun se souvient dans quelles conditions ce bonus avait été mis en œuvre à la suite de grandes difficultés sociales dans ces territoires. Alors, il se trouve que ce dispositif a bénéficié d'une prolongation d'1 an, que cette prolongation elle-même vient à échéance et donc il vous est proposé de prolonger une nouvelle fois le titre des bonus versés pour une 5e année et jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard. Voilà l'objectif de cet amendement qui permet de prolonger encore pendant 1 an. Nous verrons au-delà le dispositif du bonus outre-mer. Merci, Monsieur le ministre. Madame le rapporteur.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on l'a vu à l'instant dans le débat sur l'article 6, qu'il n'y a pas de règles particulières dans les départements et dans les régions d'outre-mer et en métropole. Par contre, il y a une situation socio-économique très différente et notre collègue Antoinette, hier soir dans son intervention, y a fait largement allusion, en particulier sur les taux de chômage qui sont multipliés par 2 ou 3, quelles que soient les catégories d'âge concernées. Donc je pense qu'effectivement que nous ne pouvons qu'être d'accord avec la proposition du gouvernement de prolonger jusqu'au 31 décembre 2013 les exonérations de cotisations sociales concernant le bonus exceptionnel versé aux salariés dans certaines collectivités ultramarines. Et d'ailleurs, cela avait fait l'objet d'une rencontre emploi outre-mer qui s'était déroulée en juin 2013, donc assez récemment. Donc, je propose un avis favorable de la Commission sur cet amendement. Merci. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Desplan, vous avez la parole. Alors, bien sûr, Monsieur le Ministre, je suis favorable à ce que nous puissions proroger, disons, le versement de cette prime. Je suis là certainement en train d'enfoncer une porte ouverte, mais je voudrais bien m'assurer effectivement que vous prolongez cela pour les mêmes raisons que moi. Je prends acte de cet amendement qui, en Outre-mer, permettra aux employeurs versant une prime de continuer à bénéficier d'une exonération de charges sociales pour un montant maximum de 1 500 € par an et par salarié. Compte tenu des difficultés financières ou de bien des entreprises ultramarines, je comprends la volonté du gouvernement de prolonger à nouveau de quelques mois un dispositif provisoire qui avait été élaboré en 2009 pour aider à apaiser de graves troubles sociaux. À la suite d'accords régionaux interprofessionnels sur les salaires, l'État s'était alors engagé à accorder pendant 3 ans des exonérations de charges sociales aux entreprises ultramarines contribuant au versement d'une prime exceptionnelle à leurs salariés, et ça c'était hors CSG, CRDS et forfait social. Ce dispositif représente depuis sa création un coût de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros. Il faut dire que le gouvernement précédent avait pris à l'époque quelques mesures de sortie de crise sans pour autant agir efficacement sur le fond. Les choses, heureusement, depuis ont changé. Ainsi, à l'initiative du ministre Victorin Lurel, une loi contre la vie chère outre-mer a été votée en novembre dernier, destinée à faire baisser des prix entre 30 et 50% plus chers que ceux de l'Hexagone, en corrigeant les situations de monopole ou d'oligopole et en renforçant la transparence des prix. Nous avons voté lors des lois de finances des dispositions favorisant la compétitivité des entreprises en allégeant le coût du travail. Nous sommes en train aujourd'hui de faciliter l'embauche des jeunes tout en maintenant des seniors dans l'emploi, 2 catégories de salariés particulièrement touchées par le chômage dans nos territoires ultramarins. L'ensemble de ces initiatives devrait produire ses effets dans les prochains mois, en tout cas en 2014. Aussi, je formule le souhait qu'il suscite un nouveau modèle économique plus dynamique et favorable et qui permettra de ne plus proroger, au-delà de l'an prochain, un dispositif conçu, je le répète, comme provisoire. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Alors, je mets aux voix l'amendement numéro 57 du gouvernement, qui est avec un avis favorable de la Commission, qui est pour son adoption, qui est contre. L'amendement est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui, Madame Debré, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, un constat. Nous regrettons vraiment qu'un seul de nos amendements, identique à celui de Monsieur Mézard, ait été adopté. Tous nos autres amendements ont été rejetés. Le groupe UMP votera contre ce projet de loi.
Nous voulons tout d'abord dénoncer, je crois que j'ai fait beaucoup preuve de respect, vous pourriez juste avoir le même avec moi. Merci. Nous voulons tout d'abord dénoncer la divergence entre les annonces faites par le gouvernement et les effets que l'on peut raisonnablement attendre de ce dispositif. La majorité annonce en effet 500 000 créations d'emplois au moyen de ce contrat, ce qui semble tout à fait impossible selon les prévisions économistes. De plus, 2/3 des emplois prévus le seront par un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'ils auraient été créés de toute façon. Effet d'aubaine qui, je l'ai déjà rappelé, fut dénoncé en son temps par plusieurs personnalités de gauche pendant les primaires socialistes. Autre point, le contrat de génération reposait sur l'idée séduisante de solidarité entre les générations, mais le texte prévoit aujourd'hui que l'accompagnement du jeune par un référent ne se fera pas forcément par le senior de son binôme, et mieux encore, ne sera peut-être même pas fait par un senior de l'entreprise. Quant aux entreprises, ce texte leur fait subir des contraintes, des contrôles, et les expose à des sanctions supplémentaires. Nous voulons également dénoncer le coût très important de cette mesure, 1 milliard d'euros par an en rythme de croisière. Force est de constater que la nouvelle majorité multiplie les dispositifs au lieu de renforcer ceux qui existent déjà et qui ont déjà fait leurs preuves, telles l'alternance et l'apprentissage. Le contrat de génération ne prévoit que très peu de choses pour la formation des jeunes, qui seule peut leur permettre d'accéder durablement à un emploi. Enfin, nous contestons le mode de financement choisi. Il reposera sur le CICE, crédit d'impôt aux entreprises, créé en décembre par le gouvernement, qui se trouve de ce fait déjà amputé avant même d'avoir été mis en œuvre. En conclusion, je dirais, Monsieur le Ministre, ce que nous attendons, c'est que vous engagiez les réformes d'ampleur nécessaires pour donner aux entreprises les moyens d'embaucher et non pas, malheureusement, à la multiplication de dispositifs hasardeux. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole à Monsieur Vergoz pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, heureusement que nous avons agi, Monsieur le Ministre, depuis 9 mois. Il y a 9 mois seulement, nous étions dans le trou, ma chère collègue. Et ce trou, patientez, Madame, à condition que vous vouliez prendre l'échelle qu'on vous tend pour en sortir. Nous étions dans le trou parce que nous le ressentions plus encore en Outre-mer que dans l'Hexagone, parce que, comme l'a fort bien répété la rapporteure tout à l'heure, vos chiffres dans l'Hexagone, ils sont 3 fois inférieurs aux nôtres. On y reviendra. Je me félicite, Monsieur le Ministre, que nous ayons agi pour que, enfin, la boîte à outils soit complète sur la question de l'emploi. Alors, je ne viendrai pas sur le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Tout le monde se félicite de cette grande avancée. La Banque publique d'investissement, qui est aussi un bel outil, mais je resterai sur les contrats, les emplois. Et je voudrais m'opposer à ce qu'a dit une de mes collègues, Madame Basquet, tout à l'heure, par rapport à la baisse des contrats aidés. C'est un premier outil. Non, ma chère collègue, nous avons voté au PLF 2013 des chiffres élevés de contrats aidés, et j'aimerais que dans cet hémicycle, si à La Réunion, on peut entendre le contraire, je peux encore l'admettre, 9000 kilomètres nous séparent, mais ici, dans cet hémicycle, j'ai voté le même PLF que vous, et les contrats aidés ont été à un niveau élevé, 340 000 CAE de mémoire, 50 000 CIE. C'était le chemin ouvert à la nécessité de les conserver à un niveau élevé. Nous avons eu en plus un deuxième outil, nouveau, qui est le nôtre, l'emploi d'avenir, 100 000 en 2013, et déjà opérationnel dans nos régions, hélas dans certaines moins que dans d'autres. Et puis là, ce soir, le contrat de génération. Quelle boîte à outils! Quelle boîte à outils! Jamais nous n'aurions pu obtenir ces choses-là il y a 9 mois.
Donc soyons fiers de ce que nous faisons. Et j'invite les uns et les autres qui traînent un peu les pieds de se joindre à nous, parce que les uns et les autres, nous agissons dans l'intérêt de notre jeunesse et de ceux qui vivent tous les jours l'exclusion, c'est-à-dire la possibilité de réaliser aucun projet de vie, tout simplement. Parce que le matin, quand ils se réveillent, ils ont rendez-vous avec le néant. Ça, c'est la réalité. Ici, comme chez nous en Outre-mer. Alors, je me félicite de cette boîte à outils nouvelle. D'autant plus heureux que chez nous, Madame la rapporteure a raison, 60% des 15 à 24 ans sont au chômage. 60. Chez vous, 24. Permettez-moi. Chez nous, ici, dans l'Hexagone, 24%. On ne joue pas dans la même cour. Le taux de chômage, ici, 10%. Et on s'affole. Chez nous, chez vous aussi, l'Outre-mer. Vous y êtes, Madame Procaccia, je vous y ai invité 1000 fois. 30%. Des taux... Oui, oui, Madame, vous avez une courte mémoire. Mais je vous attends pour que vous vous imprégniez de la réalité ultramarine. On ne vous a pas tout fait visiter. Je poursuis, mes collègues, en vous disant que nous nous félicitons, ultramarins, beaucoup plus que vous pourrez ce soir ressentir de fierté, vous, mes collègues, qui allez voter cette loi. Alors, Monsieur le ministre, nous pouvons en être satisfaits, mais pour autant, est-ce que c'est gagné? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et là, je suis bien d'accord avec vous. Le président de la République, reconnaissons-le, a tenu ses engagements. Le contraire eût été bien étonnant de ne pas nous retrouver aujourd'hui avec le vote sur cet outil. Le gouvernement les a mis en œuvre, ces engagements du président de la République. On est dans la logique du travail parlementaire. Le Parlement, précisément, les a mis en musique, ces engagements. Et il nous reste quoi maintenant, mes collègues? Et c'est cela la principale difficulté. Il nous reste à faire vivre cette loi, à faire vivre ces avancées, ces lois. Et cela n'est pas facile, je le reconnais, parce qu'il nous faudra entraîner l'adhésion de nos partenaires naturels, que sont le chef d'entreprise. Il faudra bien qu'il retrouve son compte, et je les sais particulièrement intelligents. J'en suis, et j'en rencontre. Ils connaissent leur intérêt. Ne les faisons pas passer pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Ensuite, s'agissant des emplois d'avenir, par exemple, les mairies, les régions, les départements, les associations, je sais que certains traînent les pieds. Parce que, au prétexte que ce ne serait pas leur loi. Mais si, appropriez-vous-la. C'est la loi de la République. Elle appartient à notre jeunesse. Elle appartient à tout le monde. Qui peut dire ici ou là que nous pourrions, dans la rue, croiser un jeune avec aucune perspective, lorsqu'il se réveille, et se dire « Ah, mais moi je suis un élu de droite, je n'ai pas d'emploi d'avenir pour toi, parce que c'est l'emploi d'avenir de François Hollande. » Serions-nous aussi ridicules que cela? Je ne le crois pas. Je conclus, Monsieur le Président, en disant la jeunesse de France nous regarde, celle de l'Outre-mer également. Ne la trahissons pas. Prenons nos responsabilités, et pour ceux qui traînent les pieds, les citoyens sauront les reconnaître. Merci, mon cher collègue. La parole à Madame Françoise Laborde. J'avoue qu'après vous, chers collègues, je vais être donc très brève. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et donc chers collègues. Donc, ce projet de loi met en œuvre l'un des engagements du Président de la République et il répond à deux défis du marché du travail. D'une part, l'embauche de jeunes en CDI pour accéder à un emploi stable. D'autre part, le maintien dans l'emploi des salariés âgés. Nous devons nous en féliciter. Les travaux de l'Assemblée nationale et de notre Assemblée ont contribué à améliorer un texte qui, rappelons-le, reprend fidèlement les termes de l'accord national interprofessionnel signé le 19 octobre dernier par l'ensemble des partenaires sociaux. Je profite de cette occasion pour saluer, Monsieur le Ministre, votre méthode de travail qui marque une véritable rupture avec le passé.
Vous laissez une large place à la négociation sociale. Nous ne pouvons que vous encourager dans cette voie. Monsieur le ministre, les contrats de génération vont dans le bon sens. C'est un signal fort que nous adressons aux Français touchés durement par le chômage. Nous le savons bien, nos jeunes sont touchés de plein fouet. Près de 25% d'entre eux n'ont pas d'emploi et ceux qui en trouvent enchaînent bien souvent stages, CDD et missions d'intérim. Moins d'un jeune sur deux bénéficie d'un CDI. Les seniors ne sont malheureusement pas mieux lotis puisque la probabilité de retrouver un emploi à quelques années de la retraite est particulièrement faible. Après les emplois d'avenir, ce texte symbolise votre détermination à lutter contre le chômage et c'est dans cet esprit que le RDSE vous apportera son soutien et qu'il votera à l'unanimité ce texte. Merci, ma chère collègue. La parole à Monsieur Gattolin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le contrat de génération qui nous est proposé ici est une opportunité et une très belle opportunité de réconciliation générationnelle au sein de l'entreprise. J'insiste sur ce point parce que lorsque l'entreprise, avec les partenaires sociaux et les relais institutionnels, s'engage sur la place des seniors et l'intégration des jeunes en son sein, elle promeut une vision moderne de l'entreprise, celle d'une entreprise citoyenne, garante d'un développement durable, exonérée d'une vision court-termiste et capable de se projeter dans l'avenir et dans celui de la société. En mettant l'accent sur le transfert des compétences et l'accès à la formation dès le recrutement, le contrat de génération remet l'accent sur les savoirs collectifs, savoirs mis à mal par les effets délétères du travail précaire et de l'atomisation de l'emploi. Le contrat de génération s'inscrit également dans une orientation et une lignée européenne. Le Parlement européen vient en effet d'adopter une résolution relative à la garantie européenne pour la jeunesse, visant à permettre aux jeunes au chômage depuis plus de 4 mois de se voir proposer un travail, une formation ou un apprentissage. Ce texte appelle les ministres de l'emploi de l'Union européenne à adopter une recommandation du Conseil en février 2013, c'est-à-dire ce mois-ci, afin de mettre en place ce système dans tous les États membres. Nous devrions logiquement soutenir la mise en place de ce système, n'est-ce pas? Car l'urgence française que nous venons d'étudier, notamment auprès de la jeunesse, renvoie à l'urgence européenne. Près de 14 millions de jeunes de moins de 30 ans en Europe ne sont ni dans l'emploi, ni dans une formation. Le coût de cette mise à l'écart est estimé à 150 milliards d'euros par an pour l'économie européenne, soit davantage que le seul budget de l'Union européenne au sens global du terme. La mise en place de la garantie jeunesse coûterait seulement 21 milliards. Cette initiative fait donc écho aux propos que nous avons tenus lors de ce débat. Garantir aux jeunes l'accès à l'emploi, faire la chasse au statut précaire et en premier lieu aux stages qui trop souvent encore remplacent des salariés sur de vrais postes et de vrais emplois. Alors oui, nous écologistes, nous soutenons le contrat de génération. Il n'est sans doute peut-être pas parfait, il devrait être amélioré, mais le ministre, dans sa méthode et dans les propositions qu'il a faites, a proposé d'en réévaluer les effets, les conséquences. Et ça, c'est une chose positive. Nous soutenons le contrat de génération parce qu'il s'agit d'une véritable loi d'intérêt général. Elle s'inscrit dans une logique louable de transmission des savoirs, d'apprentissage durable et solidaire du savoir-faire. Alors, je voudrais, au-delà du soutien des écologistes, lancer un appel à ma collègue et amie alto-sécanaise Isabelle Debré, qui tout à l'heure évoquait les contrats d'apprentissage en alternance lancés par le précédent gouvernement. Je le dis, j'aurais été dans cet hémicycle, je les aurais soutenus. Je fais depuis des années des masters professionnels avec l'alternance, avec le contrat d'apprentissage en alternance, on a vraiment gagné en sécurisation de l'emploi. Un emploi sur 2 dans des métiers relativement peu recherchés se traduisent par des contrats à durée indéterminée. Et je lui dis ça parce que justement, je pense qu'à un moment, il ne faut pas avoir un regard, je dirais, complètement idéologique ou de position politique. Je crois que ce que nous avons en face est du même ressort. Il est dans l'intérêt général que nous construisons, où
le savoir se transmet, s'apprend de manière humaine. Et je crois que tout ça se complète. Et je crois qu'il faudra ajouter sans doute à terme un prochain étage, c'est que nous réévaluions, nous retravaillons, j'en ai parlé avec plusieurs sénateurs ici, l'usage qui est fait du 1% formation dans les entreprises. Parce que, effectivement, il ne remplit pas pleinement ses fonctions. Il repose sur une partie, on pourrait qualifier de mésutilisation de l'argent. Donc je crois qu'avec ces fameux contrats d'apprentissage en alternance, avec ces contrats générationnels et une véritable refonte, repensée de l'argent qui est utilisé par les contrats, par les 1% formation en entreprise, nous pourrions ensemble tracer les voies d'un apprentissage, d'une connaissance, d'une entrée dans le marché qui soit enrichissant à la fois pour ceux qui y entrent, pour ceux qui y sont et pour ceux qui en sortiront. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole à Monsieur Kerdraon. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, juste quelques mots, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites, et notamment avec beaucoup de passion et d'enthousiasme tout à l'heure, pour vous dire tout simplement pourquoi le groupe socialiste votera ce texte, vous l'avez compris, avec enthousiasme et fierté. Enthousiasme et fierté, tout simplement parce que, effectivement, c'était un engagement du candidat François Hollande, ça a été rappelé par Madame Debré tout à l'heure, et j'ai peut-être tendance à penser, elle a évoqué les primaires, j'ai peut-être tendance à penser que c'est peut-être aussi un élément qui a fait qu'aux primaires, ça lui a permis de... Tout à fait, Madame Debré. C'est un texte qui répond à une double urgence. Une urgence sociale et économique, tout simplement le sous-emploi structurel des jeunes et des seniors. C'est aussi, et je voudrais le rappeler, saluer la méthode qui a été initiée par ce gouvernement. 10 ans, 10 mois, on pourrait faire la comparaison. 10 ans d'absence quasi de dialogue social, et là, en 10 mois, le travail a été fait avec les partenaires sociaux. Travail d'ailleurs qui est complémentaire de celui que nous faisons ici. Il ne faudrait pas que l'on oppose ou que l'on essaye d'opposer le travail que réalisent les partenaires sociaux et le travail que nous réalisons ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale. C'est aussi, et ça a été dit à plusieurs reprises dans ces débats, on a parlé de boîte à outils tout à l'heure. C'est effectivement un outil novateur au service de la lutte contre le chômage. Alors, bien évidemment, cet outil seul ne suffira pas. On a parlé des emplois d'avenir. D'autres dispositifs vont venir bientôt. Mais quel chemin parcouru en 10 mois? Quel chemin parcouru? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fierté. Autre élément qui fait que le groupe socialiste votera ce texte, tout simplement le changement de vision, le changement de regard qu'offre cette démarche et ce texte. On n'oppose plus les jeunes aux seniors. On est bien sur une véritable alliance des âges. Autre élément peut-être à mettre en évidence, c'est aussi le rôle et la remise au centre aussi de l'entreprise. Car, mesdames et messieurs de l'opposition, les socialistes et la gauche ne sont pas des ennemis des entreprises. Ça a été très bien dit par Michel Vergos tout à l'heure. Au contraire. Mais nous sommes effectivement pour quelque chose, pour des relations équilibrées, sereines et honnêtes et transparentes. Et je veux, à travers ce projet, ce dispositif, saluer tout particulièrement le dispositif qui permettra de transmettre, pour un artisan de transmettre son entreprise à un jeune. Et ça, c'est quelque chose qui, chez nous, est aussi particulièrement attendu. Enfin, pour conclure, je dirais que ce texte est un dispositif pragmatique. Il offre une cohérence au choix de notre majorité en matière d'emploi. C'est un signe tout simplement d'espoir, c'est un signe de soutien et, Monsieur le Ministre, votre gouvernement, notre majorité, redonne aux jeunes et aux seniors une véritable utilité sociale. Alors oui, nous voterons ce texte avec un grand enthousiasme et beaucoup de fierté. Merci, mon cher collègue. La parole à Monsieur Marseille. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Nous ne souscrivons pas au plan global que vous proposez pour chercher à inverser la courbe du chômage en 2013. Nous pensons que les emplois d'avenir, dont nous avons beaucoup parlé ici, auraient dû être beaucoup plus largement ouverts au secteur marchand. Ils auraient alors très bien complété le dispositif des contrats de génération, ces derniers semblant plus adaptés pour les TPE et les grands groupes, tandis que les emplois d'avenir seraient mieux calibrés pour les entreprises intermédiaires. Mais vous n'avez pas fait ce choix. Vous avez fait des emplois d'avenir de classiques emplois parapublics, et ce, à l'heure où il n'est plus question que de réduire les effectifs de la fonction publique. De même, nous ne pouvons que regretter l'institution du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui aura des effets différés, en lieu et place des baisses de charges et de la TVA compétitivité, qui, elles, auraient eu des effets immédiats. Comparé à ces deux dispositifs, en soi, le contrat de génération nous paraît beaucoup moins critiquable. Comment ne pas souscrire à la philosophie qu'il sous-tend, le dépassement de l'opposition des générations sur le marché du travail? De plus, il s'agit d'un dispositif susceptible de générer de l'emploi pérenne, puisque réservé au secteur marchand et précédé d'un accord national interprofessionnel. Enfin, nous ne pouvons que saluer l'avancée que nos débats auront permis de réaliser en termes de formation des jeunes peu qualifiés embauchés en contrat de génération. En revanche, nous redoutons que le contrat créé par ce texte n'ait de génération que le nom. Il part d'un bon diagnostic, la difficulté pour les entreprises de dégager du temps pour accueillir les nouveaux arrivants, et d'une belle idée, le lien intergénérationnel en entreprise. En revanche, le contenu de ce texte peine à lui donner du sens. Le projet ne garantit aucun lien intergénérationnel entre les deux membres du binôme. De l'accueil du jeune et de la transmission des savoirs et des compétences, qui fera quoi? C'est un mystère, ce qui, vous en conviendrez, constitue un problème. De plus, nous trouvons particulièrement préoccupant le financement du dispositif par le CICE, d'autant qu'in fine, ce seront les collectivités qui le financeront, puisqu'un doublement de la baisse de leur dotation semble programmé pour les années à venir. Au terme de ce débat, et je pense que chacun a eu à cœur, avec les convictions qui sont les siennes, de chercher à améliorer ce texte, notre groupe est partagé. Les plus optimistes soutiendront le texte parce qu'ils espèrent qu'il favorisera l'emploi dans notre pays. D'autres, plus préoccupés par la nature du dispositif, s'abstiendront. Je vous remercie. Mon cher collègue, la parole à Monsieur Desplan. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes collègues ultramarins et moi-même avons souligné à maintes reprises, lors de précédents débats, que dans nos territoires les plus touchés par le chômage sont les jeunes actifs de moins de 30 ans. En Guadeloupe, le taux s'élève à 46%, un jeune sur deux. Et pour les non-diplômés, ce chiffre dépasse les 62%. Mais il faut souligner le chômage des seniors. Il faut souligner le chômage des seniors est aussi une réalité aux Antilles. Toujours en Guadeloupe, il a augmenté de 14% en un an. C'est sans compter les seniors découragés, qui ne font même plus des démarches pour recherche d'emploi, même s'ils souhaiteraient retravailler. 8 seniors au chômage sur 10 le sont depuis plus de 2 ans. Proposer un contrat destiné à inciter les entreprises à la fois à l'embauche de jeunes et au maintien des seniors est donc bien une belle idée, pour reprendre l'expression du président Hollande. Bien entendu, je voterai donc en faveur du projet de loi. Les DOM ont d'ailleurs expérimenté il y a quelques années un dispositif reliant jeunes et seniors, initié par la LOM sous le gouvernement Jospin. Par des conventions entre le département, la région et l'État, il favorisait le départ en pré-retraite des salariés de plus de 55 ans et leur remplacement par des jeunes de moins de 30 ans. Il avait ainsi permis de créer en 2 ans plus de 500 emplois en Guadeloupe, avant que la majorité parlementaire de droite n'y mette fin en 2007. Malgré la crise, l'emploi salarié privé enregistre des progressions dans certains secteurs de mon département, ceux du bâtiment, de l'industrie agroalimentaire et des activités financières et d'assurance. Les contrats de génération pourront donc constituer une réelle opportunité d'embauche pour leurs entreprises, qui sont toutefois, pour la quasi-totalité d'entre elles, des PME
ou des TPE comptant peu de salariés. Je souhaite préciser en outre que le contrat de génération concerne le secteur privé. Or, en Guadeloupe, les seniors sont surtout présents dans le secteur public et parmi les indépendants. J'ajouterai 2 observations. La première concerne l'obligation pour les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif d'être à jour de leurs obligations envers les organismes de recouvrement de cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. Or, dans les DOM, les dettes sociales des entreprises sont considérables, tout comme celles des collectivités territoriales et des établissements publics d'ailleurs. Pour la seule Guadeloupe, elle s'élève à 1 milliard d'euros, redevable par presque un quart des entreprises implantées sur le territoire. Tout ce qui a été mis en place pour y pallier n'a jamais abouti aux résultats escomptés. Et de fait, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu bénéficier des aides accordées par l'État après les événements de 2009 parce que ces aides étaient conditionnées à la mise à jour de cotisations sociales. Je pense par exemple aux aides à la rénovation hôtelière, alors même que le tourisme est un élément important de nos économies. Il s'agit là d'un phénomène structurel, particulier aux territoires ultramarins, qui appelle une étude approfondie et une solution juridique adaptée. Je crains donc que cette obligation soit un frein au succès du contrat de génération en Outre-mer. Deuxième observation, le dispositif du contrat de génération est basé sur le dialogue avec les syndicats, ce qui est une très bonne chose. C'est l'occasion à nouveau pour moi de souligner, comme je l'avais fait quand nous avons discuté en décembre dernier de la composition des comités régionaux d'orientation de la Banque publique d'investissement, la particularité des Antilles. Des organisations syndicales fortement légitimes en termes d'adhérents, actives et capables de mobiliser largement, interlocuteurs incontournables à l'échelon local, mais qui tiennent à conserver leur autonomie et à ne pas s'affilier à des centrales nationales. Elles ne peuvent donc pas siéger dans nombre d'instances, mais même si elles sont majoritaires. Il faudra donc en tenir compte lors du bilan sur la représentation syndicale envisagé par le gouvernement dans les prochains mois. Voilà, je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Vatrin. Oui, juste quelques mots pour expliquer le vote du groupe CRC. Nous voterons pour ce projet de loi. D'abord, parce que sans remettre en cause les prérogatives légitimes du législateur, c'est la démocratie politique dont parlait Monsieur le ministre, il s'agit pour l'essentiel bien de la transposition fidèle d'un accord national interprofessionnel signé par toutes les organisations syndicales et cela à l'unanimité. Donc c'est le respect de la démocratie sociale. C'est important de le souligner car, je le précise, ce ne sera pas le cas pour un autre accord national interprofessionnel, celui-là minoritaire avec lequel nous serons au groupe CRC en profond désaccord, donc je préférais le dire d'emblée. Mais nous voterons pour ce contrat de génération parce que tout le monde fait le constat et que la vie du jeune est quand même trop précaire. La succession de contrats à temps partiel, de contrats instables rend la vie difficile pour trop de jeunes dans notre pays. Quand une loi incite au recrutement des jeunes sur un CDI et à temps plein, bien pour nous, on ne fait pas la fine bouche. C'est une mesure qui va dans le bon sens, même si elle ne règle pas tout, bien évidemment, et tout le monde en est bien conscient ici. Et quand une loi fait du CDI à temps plein une norme, eh bien c'est une bonne chose et ça nous change de certaines lois et certains dispositifs qui ont pu être votés précédemment et c'est une avancée que nous voulons absolument saluer par notre vote. Nous pensons aussi que c'est un texte positif parce qu'il faut effectivement changer les mentalités dans les entreprises, que la question
de la transmission des compétences et des savoir-faire dans l'entreprise est une question vitale pour l'entreprise elle-même. Et cela passe évidemment, si on veut réussir, mieux qu'aujourd'hui, parce que les accords seniors ont quand même montré beaucoup de limites, ont été extrêmement limités. Cela passe par le maintien dans l'emploi, voire l'embauche des salariés âgés. Et cela implique, et j'espère que le contrat de génération permettra d'avancer sur ce point, cela implique aussi que les partenaires sociaux, à travers les accords collectifs qui pourront, je l'espère, être signés, s'attaquent à la question de la pénibilité du travail, en particulier pour les salariés âgés. Enfin, je dirais que l'avenir de ces contrats de génération, comme tous les textes qu'on peut être amené ici à voter, à discuter, à affiner, n'est jamais écrit d'avance. Finalement, c'est la réalité du terrain, c'est l'expérience vécue qui nous montrera si les choix que l'on a pu faire ont été les bons, s'il conviendrait d'améliorer ce dispositif. Nous avons par exemple au groupe CRC amené quelques propositions comme d'autres groupes. Toutes ces propositions sont légitimes, méritent d'être regardées de près et le texte, je dirais, ne clôture pas les débats. Et ce sera le rapport d'évaluation annuel qui permettra de voir si les choix qui ont été faits ont été les bons. Certaines de nos propositions ont été prises en compte, d'autres pas encore, mais nous espérons que le rapport d'évaluation nous donnera raison et qu'on pourra améliorer encore ce texte. Enfin, pour conclure véritablement, cette mesure positive, nous la saluons, nous la voterons, mais nous pensons en même temps qu'elle n'aura d'effet positif que si le gouvernement s'attaque au chômage des jeunes dans sa globalité, s'attaque à la perte d'emplois industriels, à la perte d'emplois dans le tertiaire dont notre pays est victime, c'est-à-dire en réalité que des mesures structurelles soient prises aussi, pas seulement pour les jeunes, mais pour remettre l'économie et notre pays dans le bon sens, pour faire en sorte que la finance, qui domine trop souvent notre économie, cède un peu de pouvoir pour que l'emploi soit mieux pris en compte, que nos industries, notre économie puissent se développer au lieu de régresser aujourd'hui, comme aujourd'hui, puisque je l'ai souligné, l'année 2012, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont été sacrifiés, bien souvent pour des raisons boursières, dans l'industrie en particulier. Et il faut absolument, et les jeunes ne profiteront de ce dispositif du contrat de génération que s'il y a aussi des mesures plus ambitieuses et plus structurelles qui sont prises pour mettre fin à cette domination de la finance sur notre économie. Merci, mon cher collègue. Dernier orateur inscrit, M. Mirassou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur. Mes premiers mots s'adresseront à vous pour vous remercier pour la qualité, la précision de vos réponses et en même temps le volet pédagogique que vous avez su déployer à l'occasion de ce débat. Nous allons, dans quelques instants, voter et, comme d'habitude, je serais tenté de dire, deux visions vont s'afficher, deux visions différentes, à la fois du monde du travail, de l'entreprise et, j'ai failli dire, même également de la société. Tant il est vrai que les propos pessimistes qui ont été évoqués sur cette aile de l'hémicycle sont relativement éloquents, mais je ne ferai pas l'injure à nos collègues de l'opposition d'espérer que ce dispositif échoue pour tenter d'avoir raison en rétrospective. En ce qui nous concerne, d'une manière très claire, nous faisons le choix du volontarisme et de l'optimisme, en notant à mon tour qu'effectivement, ce dispositif arrive dans le cadre également du plan compétitivité emploi, des emplois d'avenir, le tout, mes chers collègues, sur fond de dialogue social et de démocratie sociale, qui va permettre du reste de sortir de cette logique infernale où on disait aux travailleurs relativement âgés « toi, tu coûtes trop cher » et tout en se tournant vers le plus jeune en disant « tu n'es pas opérationnel ». Et donc on va réconcilier à travers un projet qui a véritablement une dimension sociétale des générations qui jusqu'à présent
été, il faut bien le dire, souvent opposés. Et donc, ne serait-ce que par rapport à ce volet-là, je pense qu'il est intéressant de noter que, incontestablement, en votant ce texte, nous allons faire un saut qualitatif qui va nous permettre, comme l'a dit tout à l'heure mon excellent collègue avant moi, d'avancer vers une notion de citoyenneté au niveau de l'entreprise. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la moindre des choses. Du reste, le texte est suffisamment précis pour éviter les effets d'aubaine qui ont été évoqués, tout en n'étant pas suffisamment contraignant pour justement ne pas obérer l'effet positif que nous sommes en droit d'en attendre. Au total, bien sûr, faut-il se retourner vers des secteurs d'activité que je connais bien, je pense à l'aéronautique, où le compagnonnage précurseur a servi aussi d'étayer ce projet, je le pense, et en admettant bien sûr le fait que la synergie entre celui qui arrive sur le marché de l'emploi et celui qui est un travailleur averti est une garantie en termes de compétitivité et de gain de productivité. Je terminerai en évoquant un secteur qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment évoqué, où pourtant l'attente est très conséquente. Je veux parler des exploitations agricoles et ce texte permettra effectivement de donner une bouffée d'oxygène dans un secteur qui en a bien besoin. Donc, mes chers collègues, vous comprendrez facilement qu'à l'instar de ce qui a été dit par mes collègues précédemment, c'est avec enthousiasme, détermination qu'en votant ce texte, nous appuierons une proposition maintes fois évoquée par François Hollande, président de la République. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 36 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Ne demande à voter. Plus personne ne demande maintenant à voter. Le scrutin est clos. J'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 98 sur l'ensemble du projet de loi portant création du contrat de génération. Nombre de votants 345. Nombre de suffrages exprimés 326. Majorité absolue des suffrages exprimés 164. Pour l'adoption 193. Contre 133. Le Sénat a adopté le projet de loi portant création du contrat de génération. Je passe la parole à Madame de Montes, rapporteure de la Commission. Oui, Monsieur le Président, on ne va pas refaire le débat, on est d'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on vient de voter un texte important, le contrat de génération. On vient de voter un texte qui n'est pas l'outil miracle pour l'emploi, qui est un outil important, qui crée une solidarité intergénérationnelle dans l'entreprise et on ne peut que s'en réjouir en se disant que ça va marcher. Bien évidemment, on ne va pas refaire le débat. Moi, je voudrais vous remercier parce que nous avons eu sur tous les bancs de l'Assemblée, chacun a pu s'exprimer avec des opinions différentes, des points de vue différents, mais c'est ça la démocratie politique. Je veux bien évidemment remercier Monsieur le ministre de sa disponibilité pendant ces débats. Je veux remercier les collègues membres de la Commission des affaires sociales parce que je pense qu'on a fait un bon travail tous ensemble. Bien sûr, remercier la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame David, et bien évidemment remercier les administrateurs de la Commission des affaires sociales qui m'ont grandement aidé dans mon travail de rapporteur. Donc merci à vous tous. Merci Madame de Montes. La parole à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne veux pas du tout non plus rallonger nos débats, mais l'atmosphère a été très agréable hier comme aujourd'hui. Elle nous a permis de travailler au fond, à partir d'un texte, avec la volonté naturelle de la part du gouvernement de défendre son texte, avec l'apport très important du travail en commission. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure de ce travail qui a permis aussi d'apporter des améliorations et avec aussi des propositions venant de tous les bancs qui nous ont permis là aussi de faire un vrai travail législatif sur un texte dont aucun d'entre nous, parce que nous ne sommes pas dans le fétichisme, ne considère qu'il apporte la solution à la question du chômage, mais dont on peut, les uns et les autres, même quand on vote contre, parce qu'il y a parfois des mécanismes que j'appelle parfois un peu automatiques de vote, même quand on vote contre, on peut lui trouver aussi des qualités et qui apportera de vraies réponses à la question du chômage des jeunes. Je ne reviens pas sur les caractéristiques de ce contrat de génération, ni dans son mode d'élaboration, ce mariage intime, intelligent, me semble-t-il, entre la démocratie sociale et la démocratie politique, ce mariage, cette alliance entre les âges, les plus jeunes et les plus âgés, et cette ambition qui est de faire en sorte qu'un savoir-faire, une connaissance puisse se transmettre, mais se transmettre dans les deux sens, parce que ça, chacun sait qu'un plus âgé a une expérience et une connaissance d'un savoir ou d'un outil, mais qu'un plus jeune peut apporter aussi aux plus âgés une connaissance de la société et parfois de certains outils. Pensons par exemple aux outils informatiques que les jeunes manient parfois beaucoup plus facilement que les plus âgés. Ce n'est pas le cas au Sénat, évidemment, où tout le monde manie ces outils informatiques avec une grande diligence et une grande dextérité. Donc je ne voudrais pas revenir au-delà de cela, mais vraiment saluer le travail qui a été le nôtre. Monsieur le Président, je ne sais pas si... Bon, 193 pour... Ce n'est pas tous les jours, donc vraiment merci infiniment. D'abord, au groupe de la majorité, au groupe d'une manière générale de la gauche, qui ont d'une manière unanime appuyé ce vote. Remercier aussi les groupes de l'opposition qui ont, de manière différenciée, mais apporté aussi de leur appui à ce vote. La participation au débat, la capacité à poser des questions, et elles sont légitimes toujours, et je l'espère, notre aptitude à essayer d'y répondre, en tous les cas de le faire avec respect pour la démocratie, tout cela a fait un très très beau débat. Monsieur le Président, cette bataille contre le chômage, voyons-le de manière positive, cette bataille pour l'emploi, elle est évidemment de la responsabilité du gouvernement. Quand un gouvernement est en place, c'est vers ce gouvernement que chacun et chacune se tourne en lui disant « Que faites-vous ? Quelle réponse apportez-vous à la situation que je vis,
comme jeunes, comme plus âgés, dans les entreprises qui vont mal et qui licencient, comme dans les entreprises qui vont bien, où on a envie de voir plus de jeunes venir, renforcer les effectifs. Donc toutes ces questions sont légitimes. On les tourne, bien entendu, vers le gouvernement, on les tourne aussi vers ceux qui votent les lois, donc vers vous, en vous demandant que faites-vous. Aujourd'hui, vous avez voté un outil extrêmement pertinent, extrêmement adapté à la situation du marché du travail, de l'emploi et du chômage en France. Mais ce n'est pas simplement une question posée au gouvernement. Une mobilisation sur la question du chômage et de l'emploi, c'est une mobilisation de tous et de toutes. Il n'y a pas une personne en France qui ne tienne pas un morceau, une parcelle, même infinitésimale, de la solution dans la lutte contre le chômage. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit salarié dans une entreprise, qu'on soit animateur d'une association, que l'on soit responsable d'une collectivité locale ou que l'on soit responsable politique, nous détenons une parcelle de la capacité à gagner cette bataille contre le chômage. C'est cette grande mobilisation qui a commencé. Des outils sont mis en œuvre les uns après les autres. Au fond, nous avons une sorte de rendez-vous trimestriel pour ce qui me concerne avec le Sénat. Le dernier trimestre de l'année dernière, c'était les emplois d'avenir. Le premier trimestre de cette année, c'est le contrat de génération. Le deuxième trimestre sera très intéressant aussi, y compris par les débats qu'il permettra d'avoir au sein de cette Assemblée autour de la sécurisation de l'emploi, permettre aux entreprises de s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui en sécurisant le parcours individuel et professionnel des salariés ou des chômeurs lorsque on a perdu son emploi. C'est ça l'enjeu du texte qui est aussi devant nous. Chaque trimestre, nous avons un rendez-vous. Chaque trimestre, nous construisons ensemble un outil pour lutter contre le chômage. Et c'est au bout de ces 4 trimestres de cette année que nous pourrons ensemble, je le suis persuadé, réussir à inverser la courbe de chômage et donc à gagner la première étape, la première bataille contre le chômage. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. À suivre l'émission Parlement Hebdo qui reçoit aujourd'hui le député UMP de la Haute-Loire, Laurent Wauquiez. Bonne fin de journée à tous.